Les conflits dans le monde se multiplient, les démocraties sont de plus en plus en crise. Est-ce que le monde est devenu ingouvernable? On a posé cette question à Hubert Védrine, ancien conseiller du président français François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères. Tout de suite sur Global Conversation. Hubert Védrine, bienvenue sur Euronews. Cet été 2024, la question de la gouvernabilité se pose à tous les niveaux, national, international, Union européenne, ainsi que global. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un ordre politique et d'un ordre économique mondial? Globalement, il n'y a jamais eu d'ordre mondial en réalité. En fait, il y a toujours eu plus ou moins un désordre mondial. Mais il y a quelques moments où il y avait des puissances qui avaient réussi à dominer le système. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Américains qui ont organisé la suite. D'ailleurs, très bien. C'est un des rares moments où une puissance dominante arrive à mélanger les intérêts nationaux, qui sont le cas de toutes les puissances, et puis une sorte de vision un peu plus générale. Après, il y a eu la guerre froide, qui était assez stable d'ailleurs, et on comprenait. Il y avait l'Est, l'Ouest et le Sud, le fameux tiers-monde. Et après, quand l'Union soviétique a disparu, il y a eu un élan d'enthousiasme, de triomphalisme en Occident, avec une forme un peu nationaliste aux États-Unis. On a gagné, on est les maîtres. Là, on revient en géopolitique classique. Oui. La force des États-Unis, la force de la Chine, que devient la Russie, etc. etc. Donc je ne dirais pas que tous les régimes sont en crise, c'est différent. S'il y a des problèmes en Chine ou en Russie, c'est différent. En revanche, toutes les démocraties sont en crise, à mon avis. Elles sont menacées. Mais justement, il y a un problème de gouvernabilité. Mais pas spécialement en Europe. C'est les démocraties. Regardez les États-Unis. Ils sont dans une situation effrayante. C'est comme deux pays qui s'affrontent. Donc il y a une crise dans la démocratie et l'idée de démocratie représentative. La vieille idée qu'on élit des gens, présidents ou députés, etc. On les laisse travailler et on juge le bilan. Et on les reprend ou pas. Ça, c'est mort. Il y a aussi une menace, un risque. Oui. C'est celui d'une fracture définitive entre l'Europe et les États-Unis en termes d'intérêt. L'Europe et les États-Unis, à mon avis, évolueront un jour différemment du siècle passé, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a réunifié de force les États-Unis et l'Europe? C'est la Première Guerre mondiale. Après, c'est Hitler. Et après, c'est Staline. Maintenant, c'est Poutine. Mais dans la longue durée, c'est des mondes différents. Dans son testament, le président George Washington, le premier, il a dit « Ne vous mêlez jamais des conflits entre les Européens ». Mais les États-Unis n'ont jamais été isolationnistes globalement. Ils n'ont jamais été pour contrôler l'environnement, le Mexique, Cuba, ni les Philippines. Mais par rapport à l'Europe, il y a un cas particulier, en effet, où ils ont été obligés de se réinvestir beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu, et on le voit encore maintenant, puisqu'il n'y a pas que les Trumpistes qui disent qu'il y en a marre de payer pour les Européens, qui ne font pas assez. Même les démocrates le disent un peu. Et même c'est un démocrate, Barack Obama, qui a lancé le mouvement du pivot vers l'Asie, le pivote, en disant l'Europe c'est très bien, mais c'est secondaire. Mais ça peut quand même obliger les Européens à réagir plus qu'avant. Donc qu'on ait une présidence républicaine, comme tout le monde semblerait penser avec Trump ou les démocrates, on n'aura pas un grand changement de politique. Alors il y a un changement gigantesque de style, de comportement. Le narrative. Le narratif. Oui. Mais c'est aussi une question de décence politique, etc., etc. Mais sur le fond, je pense qu'il y a une évolution historique et qui a lieu, même dans les deux hypothèses, par rapport à l'Ukraine, même si c'est encore les démocrates. Ils ne vont pas faire revoter un deuxième plan à 61 milliards. Donc d'une façon ou d'une autre, la question ukrainienne va être modifiée. La Russie demeure un dilemme pour les Européens et pour les Américains. Il y a des pays européens qui sont sur la confrontation dure en disant non, ça c'est une menace existentielle, il faut supprimer, éliminer cette menace. Alors que pour des autres, oui, c'est un risque mais gérable. Et des autres aussi, ils parlent d'engagement de la Russie. Moi, je suis de l'avis, pour être franc avec vous, des vieux réalistes américains, Kissinger, Brzezinski, pour une fois d'accord d'ailleurs, qui pensaient qu'on a complètement raté la décennie 90. Donc je pense vraiment, moi aussi, que dans cette période, Yeltsin, Poutine 1 et 2, Medvedev, il aurait fallu faire ce que Kissinger proposait,
c'est un grand accord de sécurité, y compris avec la Russie. Et Brzezinski lui-même, polonais, donc avec Carter, mais une influence énorme après aussi, disait il faut couper l'Ukraine de la Russie, donc réinventer l'Ukraine, la couper de la Russie, comme ça la Russie ne sera plus un empire, mais il ne faut pas la mettre dans l'OTAN. Il faut faire un statut de neutralité, genre Autriche de l'époque de la guerre froide. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait, mais pas du tout par duplicité stratégique. J'emploie les termes à propos des États-Unis de désinvolture olympienne. On a gagné, nos valeurs vont s'imposer partout à coups de sermons, de sanctions, de bombardements, tout ça. On a gagné. Le réalisme n'a pas échoué. La réelle politique n'a pas échoué, elle n'a pas été essayée. Donc c'est une sorte d'irréelle politique confuse qui a dominé. Et là, je suis tout à fait de l'avis de Biden, hein, pas de tous les Européens, Biden. Depuis le début, il faut empêcher Poutine de gagner en Ukraine, absolument. Mais on ne va pas se laisser entraîner dans l'engrenage de la guerre à la Russie. Et là, il y a clivage, parce qu'il y a une partie des Européens qui n'osent pas le dire comme ça, mais ils pensent qu'il faudrait abattre le régime russe, en fait. Il faut revenir à la Moscovie pour certains. Oui, c'est ça. Valéza dit ça, par exemple. Parce que la Russie est aussi un empire colonial. Ben oui, quand même. Justement. Mais là, il y a une ligne américaine, et même à l'époque où on croyait, on espérait que les Ukrainiens allaient gagner, le chef d'état-major des armées américaines indiquait clairement qu'il ne soutiendrait pas l'attaque sur la Crimée, par exemple. Bon, on n'en est pas là, c'est l'inverse. C'est l'inverse, il y a une menace sur l'Ukraine. Et là, je suis complètement d'accord, il faut empêcher Poutine de gagner. Vous avez dit que pour Biden, disons l'école Biden, la Russie ne doit pas gagner. Mais qu'est-ce qui signifie en termes concrets sur les terrains? Une sorte de 38e parallèle à l'européenne, c'est-à-dire on gèle le conflit là où les Russes sont arrivés. Moi, je m'attends à une sorte de gel. Ça, c'est le fameux plan Trump, dont on connaît le début. Il dit à Zelensky, il faut arrêter. Et Zelensky anticipe en disant, je vais m'entendre avec Trump, j'invite les Russes à des négociations, Il a déjà compris, hein. Et même si c'est les démocrates, là, ils ne vont pas promettre le soutien perpétuel. Donc une sorte de gel. Après, je n'imagine pas des négociations, en tout cas pas directes. L'Ukraine a trop souffert. C'est trop dégueulasse, la guerre russe en Ukraine. C'est monstrueux sur le plan humain, les cibles, etc. Effrayant. Donc ils ne peuvent pas négocier. Aucun président, même si ce n'est pas Zelensky, même si c'est un autre, il ne peut pas négocier avec la Russie, en fait. Quelle formule? Différents pays proposaient des plans de coexistence, de voisinage, de cessez-le-feu organisé, etc. Les Turcs, qui rappellent qu'ils avaient quand même permis des négociations de la première année, vous vous rappelez, éventuellement les Indiens, les Chinois, Lula, enfin tout le monde, mais pas les Européens qui sont dans un camp maintenant, que dans un camp. Je pense que les Européens, sans rien lâcher, continuant à aider l'Ukraine, devraient se positionner pour être capable de jouer un rôle dans la suite par rapport à ça. Donc ça veut dire être capable d'accepter qu'à un moment donné, on reparle aux Russes. Mais les Russes veulent parler avec les Américains. Je sais bien. Et les Américains ne veulent pas parler avec les Russes. Peut-être Trump voudrait, mais... Ah ben non, Trump, il a un plan. On arrête, il n'y a plus d'argent et on ne vous donne plus les cibles militaires. Mais après, tout le monde va lui dire, même aux États-Unis, il faut quand même empêcher Poutine de réattaquer. Même pour Trump, ça peut marcher, parce que s'il réattaque, il ne peut plus impressionner les Chinois. Après. Donc il peut y avoir un deuxième volet du plan Trump. Il commence à dire d'ailleurs, il croit qu'il va gagner. On n'est pas sûr, hein, mais c'est une hypothèse sérieuse. Je règle la question entre mon élection et l'entrée à la Maison-Blanche, le 21 janvier. Donc ça veut dire qu'il se croit capable d'une façon ou d'une autre d'obtenir des garanties russes, ce qui ne vaut rien, à mon avis, sauf s'il y a des menaces. Ce qu'on appelle garantie, il faut que ce soit des menaces dissuasives, en vrai. Bien sûr. Est-ce que, justement, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait être une solution acceptable pour tout le monde? L'élargissement en général. Un jour, il faudra s'arrêter quelque part. Donc l'idée qu'on va s'élargir jusqu'à la Mongolie, enfin c'est une plaisanterie, mais... Non, mais... Bon, on n'en est pas là. Ukraine, je peux comprendre qu'à un moment donné, pour des raisons de solidarité humaine, vu l'atrocité de ce que subissent les Ukrainiens, on fasse ce geste. C'est très compliqué, en réalité. Ils ne remplissent pas les conditions. Donc il faut qu'il y ait un calendrier quand même réaliste.
D'autre part, on ne pouvait pas laisser tomber les pays comme ceux des Balkans occidentaux qui sont dans la salle d'attente depuis des années. Mais c'est ça le problème. On sait très bien que c'est là où officiellement le problème plus grand se pose quand on parle d'élargissement aux Balkans occidentaux. La reconnaissance du Kosovo. Vous étiez en poste en tant que ministre des Affaires étrangères. À moi, j'étais dans le groupe de contact qui a géré ça, y compris avec le ministre russe de l'époque, Igor Ivanov. Mais je vous signale que l'Espagne n'a pas reconnu le Kosovo. Il y a plusieurs pays d'Europe qui n'ont pas reconnu. Qui n'ont pas reconnu parce que c'est un précédent trop dangereux. Donc je ne vois pas comment la machinerie européenne, qui est quand même psychorigide, sûre d'elle-même avec beaucoup d'arrogance, peut-être un peu moins maintenant, je ne comprends pas comment on en fait une condition. Ben parce que la construction d'une défense européenne, surtout d'un point de vue industriel, demeure quelque chose d'absolument irréel. De toute façon, c'est un peu du théâtre, ça, parce que même avant Macron, qui lui est encore plus convaincu personnellement, les Français ont toujours suggéré une défense européenne. Les Européens n'en veulent pas. Ça passe notamment par les industries de défense en Europe. Mais les Américains, tout en prétendant que les Européens doivent dépenser plus, ils combattent les concurrents européens. Donc ils veulent que les Européens dépensent plus pour acheter américain. Il faudrait que les pays qui comptent en matière de défense, il y en a 6 ou 7, secrètement, je le dis publiquement, c'est bête, mais il faudrait que ça soit fait secrètement, réfléchissent entre eux à qu'est-ce qu'on fait s'il y a vraiment Trump. Les États-Unis forcent pour ramener l'OTAN, étendre l'OTAN, les rayons d'action de l'OTAN à l'Asie-Pacifique, le pivot sur l'Asie. Les Européens ne sont pas tous convaincus de ça. Moi, j'ai un point de vue classique, à la fois français et classique. C'est le traité de l'Atlantique Nord. Il y a toujours eu la tentation de ce qu'on appelle le hors-zone, l'étendre. Mais c'est pas nouveau, hein. Bon, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est incontrôlable, hyper dangereux. On ne sait pas dans quoi ça nous étendrait. L'OTAN, la clé, c'est l'article 5 quand même, l'obligation de défendre les alliés. Donc je pense qu'il faut une alliance différente, une vraie alliance. Et dans certains cas, pour certaines opérations ponctuelles, il peut y avoir une collaboration ponctuelle, limitée, entre tel ou tel pays de l'OTAN en Europe et cette alliance asiatique, éventuellement, ou non, on peut dire non. Mais en tout cas, ça ne peut pas être la même alliance, à mon avis. D'ailleurs, c'était déjà abusif d'étendre la compétence théorique de l'OTAN à l'Afghanistan, qui en plus se termine sur un échec. Le Proche-Orient, par contre, il est, disons, un problème énorme pour la sécurité européenne. Il y a plusieurs scénarios, hein, dont des scénarios épouvantables. Les Israéliens nationalistes, extrémistes, quasiment fascistes, pas forcément Netanyahou, mais ses alliés, ils avaient expulsé tous les Palestiniens. Ils rendent la vie intenable en Cisjordanie. Donc c'est vraiment des incendiaires en Cisjordanie. Bon. Ou alors vous avez l'autre hypothèse atroce, un jour les Israéliens prennent une vraie bombe sur la tête. Enfin, c'est des scénarios, c'est pas des solutions. La seule solution, c'est celle que Yitzhak Rabin a eu le courage d'assumer. Les deux États. Un État palestinien. Rabin, Shimon Peres, Olmert, Ehud Barak, et même Sharon à la fin. Avant que Netanyahou gagne, reprenne le pouvoir, notamment, disait Clinton, en raison de l'influence dans l'électorat des Juifs russes, bon, voilà, et ils disent avec moi, jamais d'État palestinien. Et l'horreur du 7 octobre, puis l'horreur de la guerre, donc c'est pas une question de sécurité. Sur quelle base un État palestinien? Parce que, alors qu'à l'époque, il y avait quand même Arafat, l'OLP. Non mais, même l'équipe Biden, qui est d'ailleurs très bien là-dessus, enfin très bien, le mieux possible, compte tenu de ce qu'est l'Amérique, Biden, Blinken, Sullivan, ils disent qu'il faut un chemin vers l'État palestinien. Les pays arabes eux-mêmes avaient complètement abandonné. Je pars de l'hypothèse de la mise à l'écart de Netanyahou. Il faut un gouvernement israélien qui prend le risque. Du côté palestinien, il faut réinventer une autorité palestinienne nouvelle et crédible. Donc c'est la seule menace contre le Hamas. D'ailleurs, le Hamas fera tout pour l'empêcher. Ce qui fait que si on retrouve un autre Premier ministre israélien, un autre leader palestinien non Hamas, il faut les protéger. Et un seul État, par contre? Je crois que ça ne tiendra pas, ça, parce que... Avec un changement de nom, évidemment.
Il faut commencer par séparer les deux peuples, avant peut-être un jour de vivre plus ensemble, etc. Donc je n'y crois pas. Je vois pas que ça me paraît encore plus compliqué que l'autre, un scénario qui est déjà assez compliqué. très compliqué, mais il ne faut pas renoncer d'espérer ça. On termine avec un scénario un peu moins compliqué. On pense et on espère la situation française, disons après les élections. Pour la première fois, on voit des grandes difficultés à trouver une majorité et la solution d'une cohabitation aussi se pose, mais avec quelle majorité? Vous avez été ministre dans un gouvernement qui avait une cohabitation. Moi, j'ai connu les 3 cohabitations. Le président Macron, déjà, il n'avait pas la majorité, vrai. Donc, il avait un gouvernement qui naviguait selon les sujets. Et la situation est encore plus compliquée qu'avant. D'abord parce que personne n'avait anticipé sur la coalition électorale intitulée Front populaire. Tout à fait étonnant d'ailleurs parce que un cartel, oui. Ce qu'on appelait le cartel des gauches dans les années 22, 23. Macron s'y attendait pas, mais personne ne s'y attendait parce qu'il y a une contradiction absolue sur le fond, sur énormément de sujets. Il suffit de regarder le programme. On voit bien qu'il y a des contradictions personnelles, des ambitions contraires et des contradictions de programme énormes. Alors, la question, qu'est-ce qui se passe dans l'année qui est devant nous? Sauf si le Front populaire réussissait à imposer une candidature unique, mais pour le moment, ils n'y arrivent pas. Et si ce n'est pas le cas dans les 2 cas, on passe après à des tentatives de gouvernement de coalition, qui sont soit ce qui reste des macroniens ensemble, plus un peu de droite modérée, pas le RN, un peu de gauche, un peu, et personne n'en sait rien là. Mais dans tous les cas, c'est minoritaire. Mais est-ce qu'à votre avis, il faudra quand même à un moment donné engager ou quand même créer une détente institutionnelle, une forme de détente institutionnelle avec le RN à un moment donné? Et étant donné que de toute façon représente une partie considérable de l'électorat français. Bien sûr. Oui, je pense qu'on atteint les limites quand même de l'esprit démocratique quand on prétend ostraciser dans les postes, etc., des gens qui représentent près de la moitié de l'électorat. Donc ça ne tient plus. D'ailleurs, si le barrage Front républicain, coalition contre l'extrême droite, et le moralisme, l'histoire du fascisme, etc., à mon avis, c'est tout à fait différent. En réalité, c'est une paresse intellectuelle de comparer aux années 30. Je crois que c'est complètement différent. Mais si ça avait fonctionné, le RN serait à 15%. Il ne serait pas à 40%. Donc c'est vrai, la question est délicate. Les réponses peuvent choquer certaines personnes, mais à mon avis, soit les partis de gouvernement arrivent à répondre, ce qui n'est pas le cas depuis 30 ans, à la demande non pas fasciste, mais banale d'ordre. Ou alors, un jour ou l'autre, le RN gouvernera. Alors, à ce moment-là, on verra les limites. On verra que ça les banalisera. Ça devient un parti de gouvernement détesté comme tous les autres. Exactement. Et à propos des extrêmes, pour conclure, il y a eu l'initiative de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a été très critiqué d'ouvrir une table de négociation avec les Russes ainsi qu'avec les Chinois et en plus avec Trump. Est-ce que vous pensez que des initiatives comme ça pourraient être quand même utiles aussi? Non, pas de façon isolée. Enfin, je ne crie pas au scandale parce que d'abord, plus personne ne se rappelait qu'il y avait des présidences tournantes. Donc, d'une certaine façon... Il a redonné visibilité à la présidence. Il redonne du lustre. Bon, après, il a un jeu particulier. Et quand Poutine le reçoit, il sait très bien qu'Orban n'engage que lui. Peut-être un ou deux pays à côté, mais c'est tout par rapport à ça. Donc, je ne hurle pas contre Orban, même si ça met dans un état comateux tout le système commission, PESC, etc. Et de toute façon, le cadre va changer à la fin de l'année. Parce que soit c'est Trump, ce qui est le plus probable aujourd'hui, soit c'est les démocrates, mais ils ne vont pas continuer sur la ligne d'avant. Donc Orban pourra dire j'ai préparé le terrain. Mais ça ne veut rien dire, il ne peut pas préparer le terrain, parce que la discussion qui intéresse les Russes, c'est la discussion américaine, et Zelensky aura besoin de gens qui parlent aux Américains et aux Russes. Donc c'est un scandale exagéré, c'est plutôt des luttes de territoire, mais ce n'est pas la solution non plus. Et moi, je ne vois pas les Européens, même dans le cadre de Trump, faire du Orban. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et vos questions. On a fait le double.
Il faut garder le double. Deux. C'est intéressant, il faut tout garder.